feel. Hear about all see what it's like. Leaving you to be out. I don't mind. Me and Misty is so supposed to make it money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, saison 7, épisode 61. Votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. C'est le mardi, tous les 15 jours, et c'est en direct. Alors, pour ma part, je m'appelle Lyndia Le Sauvage, je suis coach en prise de parole en public. J'accompagne mes clients en formation ou en média training à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également certifiée en Process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne ou en externe. Et je ne suis pas seule, comme vous le voyez, pour assurer cette émission, puisque nous avons nos deux chroniqueurs favoris sur le plateau, que sont Audrey Delirice et Pierre Landy. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales dans le recrutement, aussi bien en start-up que pour des groupes du CAC 40. On ne se refuse rien, Audrey. Donc, tout ça dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Elle est également, écoutez bien, elle est également cofondatrice du réseau Fleet Network avec notre ami Pierre Landy. C'est un réseau de juristes, de start-up au sein de la tech. Ils sont aujourd'hui, tenez-vous bien, 605. Bravo, bravo pour ce Très chiffre. précis, 605 exactement. 605, et c'est un chiffre qui ne cesse de grandir. Donc bravo à vous deux pour cette très belle initiative qui ne fait que croître. Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Bonjour Lindia, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette 61e émission. J'ai hâte qu'on parle de notre invité et de faire les chroniques ensuite. Et Audrey, quel est le thème justement de ta chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un billet d'humeur que je vous propose de partager sur la diversité. Parfait, parfait. On a hâte de t'entendre. Audrey interviendra en fin d'émission, comme vous le savez, après le passage de notre invité. Et puis, évidemment, ce n'est pas fini puisque nous avons notre ami Pierre qui est présent sur ce plateau. Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, Yahoo ou encore la licorne Ledger. Il est également cofondateur d'ENCO, une alliance d'avocats européenne. Pierre propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques et pas que, et notamment évidemment dans la tech. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais très bien. Je suis en direct de Biarritz pour ceux qui connaissent l'émission. Il fait un temps magnifique. Et pour autant, avec ce grand ciel bleu, je suis avec vous aujourd'hui. Si ça, c'est pas merveilleux. Alors Pierre, dis-nous tout. Quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, eh bien moi, je vais aborder le sujet suivant. Que devraient faire nos amis avocats pour mieux collaborer avec les juristes d'entreprise qui sont leurs clients? Voilà, je vous donnerai mes quelques trucs et astuces tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup Pierre. Et puis évidemment, nous allons vous présenter notre invité. On est ravis de recevoir aujourd'hui Bettina Denis. Bonjour Bettina. Bonjour Lydia, bonjour à tous. Comment vas-tu aujourd'hui Bettina? Alors ça va très bien, merci, je suis ravie d'être avec vous. Et puis alors moi je suis en direct du golfe du Morbihan où il fait beau plusieurs fois par jour en ce moment. C'est bien, on a une carte météo à nous quatre alors. Absolument. Voilà. Tu es où, Lydia, toi? Tu es où? Alors moi je suis à Paris, c'est Ah, moins original, je suis à Paris, je suis la seule a priori qui est à Paris aujourd'hui. Audrey, tu d'accord. es en Picardie, je Ouais, crois. je suis en Picardie aujourd'hui et nous Ah, avons un temps épouvantable. Voilà. Il fait beau à Paris. voilà, Alors c'était très la bien, page météo. Maintenant que c'est fait. maintenant pour ce petit point météo, merci à tous. Et Bettina, on serait ravis que tu te présentes évidemment à nos auditeurs. Oui, bonjour à tous. Alors, donc moi je suis directrice de l'ESG et membre du COMEX chez Revaya.
Et Revaya, en fait, c'est une société de gestion qui a été créée il y a 5 ans. Donc, on va fêter notre anniversaire dans les prochains jours par 2 femmes, Alice Albizati et Lina Beribi. Et on a une société qui investit de manière responsable dans des sociétés tech au stade de maturité qu'on qualifie plutôt de growth. Le stade growth, en fait, c'est quand les sociétés ont bien défini leur business model et elles sont plutôt en train d'adresser une croissance soit au niveau de leur pays ou à l'international. Et donc aujourd'hui, on a un premier fonds totalement déployé de 250 millions. On est en train de lever notre second fonds. On a déjà investi dans 15 sociétés qu'on accompagne. Et donc, on est plutôt investisseur minoritaire. On a un bureau à Paris, un à Berlin aussi pour adresser la tech berlinoise, et on va ouvrir l'année prochaine un bureau au UK. Donc on est déjà à 5 ans une société internationale. Parfait. Merci Bettina. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez à Bettina, qui y répondra en fin d'émission. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Vous pourrez évidemment aussi poser des questions à nos 2 chroniqueurs. Donc Audrey va se charger de vous relancer sur le chat. N'hésitez pas, en tout cas c'est du direct et on aime bien avoir vos questions, vos ressentis, vos retours. On est là pour ça aussi. Alors, Bettina, quel message souhaiterais-tu faire passer à nos invités aujourd'hui? Alors, le premier message pour moi, c'est vraiment l'importance d'adresser de manière très active les enjeux de la diversité et de l'inclusion dans la tech. Parce qu'en fait, la tech, on estime que ça va créer 11 millions d'emplois d'ici 2030. Et il ne faudrait pas finalement écarter une partie de la société de toutes ces opportunités à venir. Et le deuxième grand message, c'est que finalement, c'est un travail vraiment collectif. C'est-à-dire que les initiatives, il ne faut pas qu'elles soient portées juste par une poignée de leaders. Il faut vraiment que ce soit l'ensemble des acteurs de toute la chaîne de la tech qui doivent s'impliquer dans cet enjeu, que ça aille des investisseurs, du board et des équipes, voilà, dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un travail collectif, finalement. Parfait. Alors, directrice ESG dans un fonds d'investissement, ça consiste en quoi? Alors, c'est vrai que mon métier, il y a 5 ans, avait pas tout à fait la même dimension. ESG, déjà, cet acronyme, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est environnement, social et gouvernance. Donc, c'est vraiment, finalement, ça s'adresse aux pratiques des entreprises, et c'est le socle commun qu'on va trouver pour toutes les entreprises. Donc tout le monde a des employés, tout le monde a des clients, tout le monde a des fournisseurs, et puis on a tous un impact sur l'environnement dans notre manière de faire. Ça s'oppose un peu à l'impact. On a tendance un peu à mélanger ESG impact. L'impact, ça s'adresse vraiment uniquement au business model, c'est-à-dire le produit ou le service qu'une entreprise va délivrer et qui va contribuer à avoir un impact sur la société ou sur l'environnement. Donc moi, chez Revaya, mon objectif, c'est vraiment de m'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit s'inscrivent dans une trajectoire positive durable sur les sujets environnement, sociaux et gouvernance. Donc, comment je définis ce rôle? Tout d'abord, c'est déjà dans la sélection de notre stratégie d'investissement. Donc, finalement, quand on décide d'investir dans une société, quels vont être nos critères de ESG qui vont être importants pour nous pour y aller. Ensuite, une fois que cette société est dans notre portefeuille, c'est comment on l'accompagne, parce que franchement, nos sociétés, c'est quand même, ça reste des startups, elles avancent très vite. Elles ont forcément tous les enjeux business en tête, mais leurs enjeux, leur business, leurs pratiques, finalement, elles savent pas trop par où prendre tous les sujets. Donc, je suis vraiment là pour les aider à accélérer sur ces problématiques. Et puis, évidemment, c'est important aussi qu'on montre l'exemple. Donc, mon rôle va être de faire en sorte que ce qu'on demande aux autres, on se l'applique à nous-mêmes. Et d'ailleurs, dans cette démarche, on a reçu la certification B Corp au mois de juin. Et cette certification, donc pour ceux qui connaissent pas forcément, B Corp, c'est un organisme US qui
donc qui certifie les entreprises sur la base de 250 critères. Et elle a vraiment cette vertu d'être assez holistique, c'est-à-dire c'est une certification qui va à la fois regarder comment on interagit avec nos clients, avec nos employés, avec notre écosystème. Donc, on a beaucoup aimé justement cette approche très globale et on est ravis d'avoir cette certification. Voilà. Félicitations pour cette certification. Merci. Euh, Merci pour nous avoir expliqué ça. C'est en effet beaucoup plus clair pour nous de voir en quoi consiste justement ton quotidien, même si on va revenir encore plus précisément là-dessus. Tu nous as dit que Revaya investit dans les sociétés tech. Et quand on pense à la tech, on pense beaucoup aux enjeux diversité hommes-femmes. Est-ce que c'est juste de penser à cela justement? Oui, en fait, malheureusement, il y a effectivement un sujet d'égalité homme-femme dans la tech. Pour donner quelques chiffres, alors forcément, quand on est dans la tech, on sort toujours des chiffres, hein. C'est un peu notre biais. En fait, Equilib dit qu'il y a 21% de femmes au niveau des postes de leadership dans la tech européenne. Et en fait, cette implication, et puis de manière générale, on est même à 29% dans l'ensemble dans l'ensemble des entreprises tech. Donc, le fait qu'il y ait aussi peu de femmes dans une entreprise qui est quand même en forte croissance et qui a créé pas mal de valeur ces dernières années, ça a forcément pas mal de retombées. Et l'une des retombées, c'est sur l'écart salarial homme-femme. On sait aujourd'hui au niveau de la tech qu'il y a un écart salarial de 21% au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, alors, comment analyser cet écart salarial? Ça veut dire qu'en fait, un homme gagne 21% de plus de salaire qu'une femme dans la tech. C'est lié à deux choses. Soit c'est parce qu'ils ont accès à des postes qui sont mieux payés. Donc, justement, on parlait du leadership. Donc, il y a plus d'hommes au niveau du leadership, plus d'hommes dans les équipes vraiment tech qui sont effectivement aussi très bien payés. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est carrément à poste, à compétences égales, il y a un écart salarial qui est assez important. Donc c'est vraiment... ça, c'est un des gros sujets de la tech, donc qui crée de la valeur, mais finalement qui ne le partage pas de manière très équitable au niveau homme-femme. Et l'autre conséquence de cette inégalité, c'est on se plaint beaucoup de pas d'avoir peu de femmes entrepreneurs, mais finalement, quand les femmes gagnent moins, ça veut dire aussi qu'elles mettent moins de côté. Or, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, il y a forcément 1-2 ans où en fait on cherche son business model, on peut pas se payer, et si on n'a pas mis de l'argent de côté, ben on peut pas se lancer dans cette aventure. Donc voilà, tout ça, finalement, un petit écart au niveau du leadership finalement a des conséquences sur l'ensemble de l'industrie. Donc oui, il y a un enjeu. Mais en fait, alors tu parles homme-femme, peut-être juste pour préciser, il y a un écart, il y a un enjeu sur tout. J'assistais à une conférence qui parlait du sujet de l'âge. On sait que aujourd'hui, les seniors, en fait, quand ils se disent qu'ils ne postulent même pas pour les offres d'emploi tech, parce qu'ils se disent de toute façon, je ne serai pas pris, je suis trop vieux. Et il y a même une stat qui disait dans la Silicon Valley, il y a 43% des travailleurs du secteur de la tech qui pensent qu'un jour, ils vont perdre leur travail pour une raison d'âge. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a la diversité dans sa globalité qui est un enjeu au niveau de la tech. Ouais. Alors donc, aujourd'hui, le thème, c'est quels sont les moyens d'agir, hein, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous, là, plus précisément, chez Revaya ou même de manière générale au niveau VC, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que c'est toute la chaîne de valeur qui est concernée. Clairement, au niveau VC, nous, en fait, on voit des dossiers qui passent. On a tous des biais d'analyse, donc on va forcément aimer une industrie, on
on a des biais, mais un des biais qu'on a, c'est aussi un peu le côté qui se ressemble, ça semble. Si on a en face de nous quelqu'un qui nous ressemble, en fait, on va forcément être beaucoup plus attentif à tout ce qu'il va nous dire. Donc, la première chose, je pense, qu'on doit faire au niveau VC, c'est de avoir une équipe d'investisseurs diversifiés, parce qu'ils vont, résultat, analyser chacun, avoir des sujets et des préférences, des biais très différents, et donc pousser des dossiers qui vont permettre plus de diversité au niveau des entrepreneurs. Ça, je pense que c'est vraiment un gros sujet. Et en fait, au niveau du VC européen, il n'y a que 14% de femmes dans les équipes d'Invest. Donc, il y a un gros sujet là-dessus, de diversité au niveau des équipes. Et puis ensuite, en fait, ce qu'on dit, donc les biais, c'est des automatismes qu'on crée pour aller vite. C'est vraiment, c'est un peu, enfin, c'est ce dont on a besoin pour prendre une décision rapidement. Donc, si on ne veut pas enclencher ce mécanisme automatique et biaisé, il faut qu'on se laisse le temps de l'analyse. Ça, c'est un autre point super important. C'est vraiment avoir le temps d'analyser un dossier. Et c'est vrai que dernièrement, il y a une telle accélération dans les process d'investissement que ça a malheureusement continué à maintenir les biais d'analyse, quoi. Et donc, je pense que quand on sait ça, nous, chez Revalia, on a décidé déjà dans notre process de recrutement de s'assurer qu'il y ait vraiment une égalité au niveau, en tout cas au niveau des genres. Parce que le problème en France, on parle beaucoup de genre là pendant notre podcast, mais c'est parce que légalement en France, c'est la seule métrique qu'on a le droit de monitorer. On n'a pas le droit de demander les biais les religions, les orientations sexuelles. Donc, c'est vrai qu'on s'accroche un peu à la diversité qu'on peut mesurer aujourd'hui et la loi française nous autorise à faire juste sur le genre. Donc, si je reviens un peu aux solutions, le premier, c'est vraiment au moment des recrutements. Nous, on ne lance pas un process de recrutement tant qu'on n'est pas sûr d'avoir au moins, enfin, d'être assez proche en termes de pourcentage de CV masculin et féminin. Donc, si on n'a pas assez de CV, on va proactivement aller les chercher. Et une fois qu'on a cette égalité, on lance le process et on s'assure qu'à chaque niveau de recrutement, dans le stade de recrutement, on va toujours avoir des hommes-femmes et aussi dans ceux qui font passer les interviews, d'avoir les deux profils en face. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième aussi, en fait, l'équipe d'investissement a une instruction d'avoir un biais positif quand il reçoit un dossier écrit par des fondateurs, enfin qui est fondé, enfin où les entrepreneurs, pardon, sont des femmes. Parce qu'on sait que les femmes ont tendance à être moins agressives dans leur business plan, à être toujours un peu plus, à être un peu plus réservées, en tout cas, dans la manière dont elles vont proposer leurs projets. Et donc, nos équipes d'investissement, justement, vont passer un peu plus de temps avec elles pour pouvoir vraiment voir quelles sont les opportunités de leur projet. Très bien. Alors, tu disais, Bettina, vous êtes investisseur minoritaire, si j'ai bien compris. Donc, comment vous faites chez Revalia pour promouvoir la diversité, justement, au sein de vos participations en étant minoritaire? Ouais, alors, je pense que déjà la bonne nouvelle, c'est que l'intérêt d'avoir une équipe diverse n'est juste plus un débat. Enfin voilà, on sait que avoir des fondateurs, un board et des équipes et une équipe commerciale aussi diversifiée, enfin c'est bon pour le business, quoi. Donc ça, déjà, il n'y a plus débat. On est minoritaire, mais on a des places au board. Et en fait, le board aujourd'hui, pour les sociétés dans lesquelles on investit, c'est beaucoup les actionnaires qui vont avoir des places au board. Et les actionnaires, c'est des financiers. Donc, nous, notre position est de dire, pour apporter de la valeur, il faut qu'on apporte des profils qui sont autres que des profils financiers, des experts,
ou même aller chercher des femmes pour les boards. Et donc, une des solutions pour éviter aussi que les boards aient des tailles inconsidérées de membres, parce qu'il faut quand même que ce soit un organe qui soit efficace, en fait, on va aller chercher un expert qui va nous représenter au board. Comme ça, c'est pas nous, actionnaires, qui sommes au board parmi d'autres actionnaires, c'est vraiment cet expert du secteur qui va nous représenter. Et je peux donner peut-être l'exemple de la société Hublot, une de nos participations en fait, et donc s'appelle Hublot. C'est une plateforme pour gérer les remplacements et les recrutements du personnel soignant pour les hôpitaux et les cliniques. Et donc, on est allé chercher Alexandre Pachulski, qui est en fait le cofondateur de Talentsoft. Talentsoft, donc c'est un outil RH, c'est ce que fait Hublot, qui il est à la fois entrepreneur, donc voilà, il y a cette double casquette, entrepreneur et secteur RH, apporte beaucoup de valeur pour cette participation. Merci beaucoup pour l'exemple. En effet, Bettina, c'est concret. Et justement, quand on parle de concret, est-ce que tu aurais des actions concrètes que tu conseilles de mettre en place lorsque tu accompagnes, lorsque vous accompagnez avec Revaya, justement, ces sociétés et les investisseurs du coup? Ouais, alors le point de départ, c'est la mesure. Ce qu'on ne sait pas mesurer, enfin, c'est comme piloter à l'aveugle, ça sert à rien. Donc, il faut absolument mesurer. Et ça donne des prises de conscience incroyables. On a une société en portefeuille, quand elle a mesuré justement son gender pay gap, il était bien au-delà des 20% de la tech. Ils sont tombés de leur chaise, et alors il y a eu un plan d'action derrière. Ils ont responsabilisé tous les chefs de département pour justement réduire cet écart salarial. Donc la mesure, c'est vraiment le premier point de détail. Et d'ailleurs, on dit le diable est dans les détails. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'assommer nos sociétés avec des demandes d'indicateurs, mais en fait, ce qu'on a pu voir aussi, c'est une société qui affiche 50-50 d'équité, et puis en fait, l'équipe finance, c'est 100% hommes, et l'équipe femme, c'est 100% marketing. Donc non, il y a vraiment un effort à faire quand même de regarder un peu dans les détails. L'autre chose, je pense, pour qu'ils y arrivent, ils ont quand même besoin de pouvoir se positionner. En fait, toutes les sociétés, on investit quand même dans des sociétés qui ont des stades de maturité un peu différents. On va quand même pas leur demander d'être aussi sophistiqués qu'une société cotée en bourse. Donc, ils ont aussi besoin de comprendre, par rapport à leur stade de maturité, ce qui est jouable et ce qui est plus compliqué. Et pour ça, en fait, on a fait cette année une étude, un benchmark avec une quinzaine de KPI ESG qui a justement été présenté par stade de maturité. Elle a eu 2 vertus, cette étude, quand on l'a partagée. La première, c'est déjà la prise de conscience où chacun se disait ah là là, je pensais que je faisais plein de choses, mais en fait, je fais comme tout le monde. Et la deuxième, en fait, on va pas se mentir, les entrepreneurs ont tous un petit esprit de compétition. Et donc, elle a un peu créé l'émulation en se disant, bon, si les autres font ça, en fait, moi, je vais faire mieux. Et voilà. Donc ça a eu une bonne vertu de faire cette étude. Et peut-être une fois qu'ils ont décidé de se lancer, de lancer une initiative, je pense que ce qui est important aussi, c'est sensibiliser. En fait, il faut embarquer tout le monde sur la problématique. Et il faut comprendre quelle est la problématique. Parce qu'en fait, avoir une solution à l'absence de problème, enfin, si les gens ne voient pas qu'il y a un problème, ils ne comprennent pas pourquoi on leur apporte une solution. Et donc, le mieux, en fait, nous, on a pas mal travaillé avec 2 organismes. Il y avait Diversity Days, qui est un super programme qui s'appelle Take Your Place, pour justement expliquer, sensibiliser sur les biais, expliquer comment apporter plus de diversité et aussi être inclusif, parce qu'en fait, la diversité, c'est super, c'est inviter les gens à la fête. L'inclusion, c'est les inviter à danser. Donc, c'est vraiment important de les sensibiliser à cela. Et donc, Diversity Days. Et il y a aussi Gloria qui a des super programmes. Et je pense qu'ils peuvent travailler avec ces 2 acteurs. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais ces 2 acteurs, en tout cas, nous, on a travaillé avec eux et on a trouvé que leur programme était très efficace.
Super. Et donc, moi, je me dis, on a peut-être des entrepreneurs ou des sociétés qui nous écoutent et qui vont se dire, OK, super, mais est-ce qu'il y a des trucs, des astuces, des moyens pour accélérer sur ces sujets dans mon entreprise? Est-ce que tu as quelques conseils à leur donner? Ouais, il y a un conseil qui est, en fait, il y a une astuce que je n'avais pas forcément identifiée avec mes années chez Revaya, mais qui est ressortie de l'étude qu'on a faite. En fait, c'était très intéressant. Il y a eu une réelle corrélation entre l'accélération de la prise en main des sujets ESG et le fait que des fondateurs aient nommé un leader ou un ambassadeur ESG. En fait, quand il y a quelqu'un qui devient honneur de l'enjeu, qui est autre que les fondateurs, on voit vraiment qu'il y a une accélération dans le nombre d'initiatives. Et même mieux que ça, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est donc les sociétés en early stage commençaient à faire attention à voilà, au ratio hommes-femmes dans leurs équipes. Et puis arrive un peu un point d'inflexion au niveau de la série B, où là, en fait, quand on est en série B, en général, le pourcentage de recrutement explose. Et on voyait que les sociétés qui avaient nommé un ambassadeur ESG maintenaient un très bon ratio de femmes dans leurs équipes, alors que celles qui n'avaient pas nommé d'ambassadeur ESG, on voyait qu'il y avait vraiment une baisse du pourcentage. Et on l'a expliqué, enfin pour avoir échangé avec plusieurs entreprises, on l'a expliqué par le fait, on appelle ça un peu le defocusing. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place plein de bonnes pratiques, mais ces pratiques ont un peu été oubliées. Elles sont allées sur l'étagère, et puis petit à petit, ben, les habitudes, les biais, ben, sont revenus. Et c'est là où, si personne n'est là pour vraiment maintenir les thématiques à l'esprit de chacun et les bonnes pratiques, et ben en fait, ça peut être quelque chose qu'on oublie et les travers reviennent assez rapidement. Et en fait, c'est un enjeu assez important parce que, en fait, l'ESG, l'inconvénient de l'ESG, c'est que c'est un temps long. Toutes les actions qu'on met en place, on va pas avoir les résultats immédiatement. On l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann. Copé-Zimmermann, en fait, c'était il y a 10 ans où on a demandé aux grandes sociétés d'avoir 40% de femmes à leur board. Entre le moment où ça a été mis en place et le moment où elles ont atteint ces 40%, il y a eu 6 ans qui s'est écoulé. Donc, en fait, c'est là où on se rend compte que bah, c'est toutes les mesures qu'on prend, si on n'est pas très actif pour les faire vivre, en fait, on peut très vite perdre le momentum et les résultats, quoi. Voilà. Donc, l'ambassadeur ESG, c'est une très bonne action pour commencer. Alors, peut-être pour conclure, Bettina, cette première partie, tu pourrais peut-être nous évoquer quelques noms de sociétés sur lesquelles vous avez investi, qu'on connaît peut-être d'ailleurs. Oui, alors, donc on en a une quinzaine. Donc, une qui est assez connue dans la tech, justement pour son rôle, c'est Welcome to the Jungle, qui est vraiment une plateforme de mise en relation entre les entreprises et ceux qui cherchent, enfin les salariés de la tech. Donc je parlais aussi de Hublot. Hublot, c'est vraiment une super plateforme pour tout ce qui est remplacement du personnel soignant et recrutement du personnel soignant. Il y a aussi Aircall, qui est une plateforme de communication par le cloud. Je crois que vous avez eu sa RH ici. C'est notre Premier invité, oui. ouais, c'est Voilà. notre premier invité, il y a 60 numéros. Voilà. Donc la boucle est bouclée avec Aircall. On a également Muse, qui est un outil de réservation au niveau des hôtels. Enfin, voilà, on en a. Il y a Epsor, qui est l'épargne salariale. Enfin, Oui, c'est bien, ça nous permet de visualiser un peu mieux, de mieux comprendre en tout cas. Et puis voilà, c'est des sociétés qu'on connaît en plus, donc on aime bien. Ouais. Hein, Audrey, on aime bien le concret.
On adore le concret. Merci beaucoup, Bettina. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions à Bettina. Elle y répondra en fin d'émission. Et c'est maintenant. Merci beaucoup, Bettina, pour cette interview. On te retrouve juste après les chroniques, évidemment. Et je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles pour le jungle de Pierre Landy. We do. Merci Lindia. Et bien moi aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on se penche sur un sujet important, c'est que devraient faire les avocats, nos amis les avocats, pour mieux collaborer avec les juristes d'entreprise. Et si vous étiez là au numéro 60 de Legal Club Sandwich, vous savez que j'ai donné des conseils au business sur comment mieux travailler avec leurs équipes légales en interne. Et bien aujourd'hui, je m'adresse aux avocats et s'ils écoutent, eh bien, je voudrais leur donner quelques conseils sur comment travailler plus efficacement avec leurs clients. Alors, le premier conseil, c'est, et je vais dire nous, comme si j'étais encore juriste d'entreprise, puisque même si je suis aujourd'hui avocat au barreau de Paris, j'ai quand même passé une grande partie de ma carrière en tant que juriste d'entreprise, donc je vais me mettre du côté des juristes d'entreprise dans cette chronique. Eh bien, le premier conseil, c'est comprenez notre business. Chers avocats, votre efficacité est décuplée lorsque vous comprenez vraiment le secteur d'activité, les objectifs, voire même la tolérance au risque de l'entreprise que vous conseillez. Donc, n'hésitez pas dès le début à nous questionner, à vous intéresser à fond sur notre univers, à nous poser cette question, c'est quoi votre tolérance au risque, afin que vos conseils soient véritablement alignés à nos besoins. Deuxième point, nos livrables sont les vôtres. Alors, souvenez-vous que chaque demande d'assistance juridique, quand on vient vous voir, émane d'un besoin spécifique en interne. Alors, il est crucial pour vous de bien comprendre ce besoin pour adapter vos livrables. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ça peut vous paraître très étrange qu'on vous demande une deadline sous 2 jours, 3 jours, vous ne comprenez pas vraiment. Et vous allez peut-être avoir tendance à vouloir décider, vous, à quel moment, par rapport à d'autres urgences, ça sera bien de nous redonner le fruit de votre travail au moment où cela vous paraît le mieux. Eh bien, dites-vous bien que parfois, eh bien, nous devons produire en interne des choses et posez-nous la question, pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette deadline? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi proche? Et réfléchissez à comment vous pouvez nous faciliter la tâche. Alors, parfois, quand vous nous posez cette question, on vous dira « Non, mais en fait, si on vous tutoie, tu as raison, on exagère un peu, ça peut attendre 1 semaine ou 10 jours, ça peut aller dans un sens. Mais parfois, non, c'est parce qu'il y a un board, c'est parce qu'il y a un comité de direction, c'est parce qu'il y a un meeting, on a impérativement besoin de ce conseil pour cette date. Donc voilà, travaillez avec nous sur les deadlines. Pensée globale, c'est mon troisième conseil. Les entreprises d'aujourd'hui sont souvent internationales, il y a beaucoup de parties prenantes et donc nous, on va valoriser les conseils qui prennent en compte cette dimension globale. Et là, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est penser à nous alerter sur des points qui pourraient être importants et que nous aurions omis de vous demander. Et moi, ça m'est déjà arrivé chez Yahoo que nous avions oublié de poser la fameuse question « autre chose qu'on devrait savoir ». On ne l'a pas posé. Le cabinet, qui est un cabinet en Suisse, ne nous a pas alerté sur un point du droit suisse essentiel pour notre activité. J'en resterai là, ce qui nous a causé beaucoup de souffrance par la suite. Donc, n'hésitez pas, réfléchissez. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas demandées et que peut-être finalement, il serait important, moi, de nous les souligner sans rentrer dans une consultation de 20 pages. Donc voilà, et puis vous pouvez simplement nous demander est-ce que vous souhaitez est-ce qu'on souhaite que vous développiez ce point ou non pour nous. Alors, par ailleurs, souvenez-vous que notre relation va au-delà d'une transaction entre un client et un conseil. Vous êtes véritablement, vous aussi, des trusted advisors, des avocats de confiance. Vous n'êtes pas des simples prestataires, même si je sais bien que la finance ou les départements procurement ont tendance à vous qualifier de tels. Vous êtes véritablement une extension de notre équipe juridique en interne. Donc, n'hésitez pas, entre deux missions, à nous tenir informés des évolutions légales que vous voyez passer et qui pourrait impacter notre business. Ensuite, conseil suivant, la qualité avant la quantité. Il est essentiel de respecter nos préférences en matière de communication. Est-ce que c'est le téléphone, le mail, une rencontre en personne, l'utilisation des messageries instantanées, la visioconférence? Il faut vous familiariser, surtout si vous travaillez dans la tech, avec Teams, Slack, Webex, Google, Zoom. Adaptez-vous à nos habitudes et pas l'inverse. Voilà.
Audrey va aimer le suivant. Nous adorons les conseils pratiques. Nous préférons recevoir des options, des analyses de risques réalistes, des stratégies de diminution des risques plutôt que de simples mémos juridiques. À la fin, on l'a lu, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, ça nous évite, en plus, quand vous faites ça, à devoir les traduire, vos analyses juridiques, pour nos collègues dans d'autres départements. Et évidemment, je ne peux pas parler d'avocat sans vous dire contrôlez vos tarifs. Vos tarifs ont tendance à augmenter chaque année, quels que soient vos honoraires, la situation. Mais nos budgets juridiques, eux, souvent, ne restent stables, voire réduisent. Donc, aidez-nous à maîtriser nos coûts. C'est une situation gagnant-gagnant sur le long terme. Et surtout, envoyez vos factures régulièrement, pas au bout de 9 mois où on n'a pas entendu parler de vous et tout d'un coup, on se prend 9 factures d'un coup avec des choses qu'on n'aura pas prévues. Coordonnez-vous avec nous. Avant de contacter directement d'autres membres de notre entreprise, voire le business, assurez-vous que nous sommes sur la même longueur d'onde, que vous pouvez les contacter et puis surtout qu'on est d'accord sur ce qu'on va dire pour éviter de nous décrédibiliser en interne. Soyez réactifs. Après une audience, un dépôt de dossier, une négociation, contactez-nous rapidement pour que nous ayons des éléments concrets à communiquer à notre direction, même si vous ferez un mémo plus compliqué, plus complet plus tard. Donc, évitez-nous les mauvaises surprises. Ça, c'est un grand classique. Faites preuve de transparence, managez nos attentes. Si une facture s'annonce salée ou si les nouvelles ne sont pas bonnes, prévenez-nous immédiatement. Encore une fois, ça nous permettra de manager les choses en interne. J'ai presque fini car je vous vois trépigner. La prévisibilité budgétaire, nous gérons nos budgets au plus près et une facture tardive ou plus élevée, ça peut poser de sérieux problèmes. Donc, encore une fois, tenez-nous au courant. Proposez de former nos équipes. Le partage de vos connaissances juridiques ne diminue en rien votre valeur. Bien au contraire, cela renforce notre relation et notre positionnement unique. Nous apprécions les avocats qui prennent le temps de communiquer et de continuer de nous former dans le cadre d'une relation win-win. Et en ça, on remercie ici tous les avocats qui participent à l'épatant programme de formation pour le Fleet Network. On a eu 42 formations en 2023 faites par tout un tas de cabinets d'avocats. On les remercie ici. Et enfin, dernier point, faites des follow-up proactifs. Presque personne chez les avocats ne prend le temps de demander comment ces conseils ont été reçus et s'ils ont été utiles. Si vous voulez vous démarquer, montrez de l'intérêt pour l'impact de votre travail. Calez un meeting une fois de temps en temps, d'une demi-heure. Comment se passe notre relation? Comment est-ce que ça va? Des choses à améliorer, des choses à continuer de faire, parce qu'il faut demander dans les deux sens, pas uniquement ce qui ne va pas. Voilà. Donc, en conclusion, chers amis avocats, en interne comme en externe, l'important, c'est de bâtir une relation solide, basée sur la compréhension mutuelle, la confiance, une collaboration proactive. Faites tomber toutes ces barrières, travaillons main dans la main et propulsons nos entreprises respectives vers le succès. Yeah! Waouh! Bravo! Merci, Pierre. Toujours de bons conseils, Pierre, pour nos amis avocats qui vont adorer ce petit rappel que tu as fait à envoyer vos factures régulièrement. Ça, je pense qu'ils vont bien le retenir. Mais je t'assure, parfois, il y a des cabinets d'avocats qui n'envoient pas leurs factures. On les reçoit tout d'un coup, facture du 1er janvier au 30 septembre. Et tu as un montant, mais hallucinant, ça me fascine. Mais voilà, donc envoyez vos factures régulièrement. Lydia, Voilà. à toi. De beaux conseils. Merci beaucoup. Et tout de suite, le jingle d'Audrey. Et Get the fever. Merci Pierre. Aujourd'hui, ce n'est pas une chronique comme les autres. Aujourd'hui, c'est un billet d'humeur que je vous partage en mon nom personnel. J'ai une question pour vous qui nous écoutez. Est-ce que vous savez ce que c'est le rêve ultime d'un chasseur de tête? L'utopie qui ne se réalisera jamais, mais vers laquelle je tends tous les jours. Tu sais ce que c'est, toi, Lydia? non. Non, eh ben, je vais te le dire. C'est placé chez un de mes clients, chaque personne, chaque juriste, chaque fiscaliste, chaque directeur ou directrice juridique, chaque directeur ou directrice fiscale que je rencontre. Que je puisse accompagner chacun d'entre vous pour trouver un chouette projet, voire le projet qui vous fera encore plus vous épanouir. Que je puisse faire se rencontrer des personnes, clients et candidats qui vont bien matcher, qui vont avoir une belle relation professionnelle ensemble, qui vont faire avancer des dossiers, des projets ensemble. Tu sais quoi, Pierre? Je ne pense pas que j'arriverai un jour. Et je vais en placer une partie, oui, heureusement, mais pas tout le monde. Et ça me fend le cœur. Et ce qui me fend encore plus le cœur, c'est quand un de mes clients me dit « Audrey, il me faut absolument une femme pour rejoindre le board. »
Alors, je t'ai entendu, hein, Lydia, pour le coup, mais certains clients disent ça, Bettina, excuse-moi, mais certains clients disent ça. Et surtout quand mon client me dit, et votre candidat, bah, c'est un homme. Bettina, ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est cet autre client qui me dit, Audrey, votre candidate, elle est vraiment super, mais elle a 30 ans, et bon, elle vient juste de se marier. Et alors, ne vous coupez pas de 50% du marché parce que c'est une femme ou un homme. Peu importe. Alors, je comprends que vous ayez des exigences d'avoir un board équilibré avec autant d'hommes que de femmes. Et c'est vraiment très bien. Mais ne pas rencontrer ce candidat parce que c'est un candidat et non une candidate, et l'inverse est vrai aussi, bah, je trouve ça vraiment dommage. De ne pas lui donner sa chance et d'au moins le rencontrer. Alors, peut-être que ce sera finalement pas le bon match, mais au moins pas de regret. Autre point, pour équilibrer votre board, vous pouvez aussi aller chercher du côté d'autres fonctions, la direction financière, direction commerciale. Il y a aussi de bons éléments très bien dans chaque domaine, comme tu le disais justement, Bettina. Et à cet autre client, vous savez, celui qui évoquait cette candidate de 30 ans, jeune mariée, on est en 2023 et je suis encore étonnée, voire très énervée, d'avoir à écouter ce genre de discours. Première chose, on ne peut pas supposer deviner des projets d'un ou une candidate et en plus, ils ne nous concernent pas. Deuxième point, que ce soit un ou une candidate, il ou elle peut s'absenter quelques mois pour de multiples raisons. Une grossesse, un congé maternité ou paternité. On est en 2023, je vous le rappelle. Un voyage, un congé sabbatique, malheureusement un accident, mais nous ne sommes pas devins, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Ni mes clients, ni mes candidats, ni toi Lydia, ni toi Pierre, ni toi Bettina, et moi encore moins. Alors stop aux suppositions. Vous avez un candidat qui correspond aux compétences exigées, avec la bonne expérience, le bon mindset, rencontrez-le et donnez-lui sa chance. Ne vous coupez pas d'une partie du marché. C'est déjà compliqué de trouver de bons profils, alors si en plus vous ajoutez des critères et laissez place à trop de suppositions qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, vous rendez la tâche encore plus compliquée. Et surtout, Lydia, Pierre, Bettina et chers auditeurs, vous risquez de passer à côté de belles rencontres professionnelles. Et ça, foi de chasseuse de tête, je ne peux pas vous laisser faire ça. Merci beaucoup Audrey. Un vrai billet d'humeur, c'est chouette aussi. Merci beaucoup. Merci Lydia. Alors, on se retrouve pour les questions, chers éditeurs, auprès de Bettina, auprès de Pierre également, et auprès d'Audrey. Est-ce que vous avez, peut-être Pierre, tu avais une question, il Non, me mais tout semble? à l'heure, mais en même temps, je l'ai posé au moment où Bettina passait et parlait, et je Oui, crois qu'elle donnait la réponse en même temps. Je me disais, on parle inclusion homme-femme, mais voilà, il y a d'autres types Ouais. de profils. Je me rappelle très bien lorsque je suis arrivé chez Ledger, il n'y avait que des hommes au début, après ça a changé au bord, enfin au comité de direction, pardon. Et je suis arrivé, j'ai dit, je suis la caution diversité de ce COMEX, et je voyais les regards autour de moi, tout le monde n'a pas compris tout de suite à quoi je faisais référence, puis après, elle s'est montée dans le cerveau. Et donc, c'est une plaisanterie, c'est une boutade, mais effectivement, c'est beaucoup plus dur au-delà de l'homme-femme en France. Ouais. Et puis, on ne veut pas tomber forcément dans les discriminations positives, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut rien faire, essayer d'aborder ces Ah, questions. si, alors, on peut rien enfin, ce qu'on a le droit de collecter de manière obligatoire, c'est effectivement le genre. En revanche, on peut faire des études de manière anonyme. Donc voilà, envoyer un questionnaire à ses employés ou demander spontanément à des personnes si elles ont envie de communiquer sur leurs origines, leurs orientations sexuelles, mais on ne peut pas le demander de manière obligatoire. Euh, et justement, je pense qu'une entreprise, la meilleure manière de faire, c'est d'envoyer un questionnaire sur une base anonyme qui à la fois pose cette question, mais pose même l'ensemble des autres questions. Vous sentez-vous bien chez nous? Est-ce que vous pensez que il y a un frein sur votre évolution professionnelle? Enfin voilà, on peut, ça peut être un questionnaire qui va bien au-delà et qui est toujours très intéressant et qui peut justement donner des idées sur des initiatives à mettre en place. Hmm.
Alors, je crois qu'Audrey Oui, Audrey a Ouais. disparu, mais on On a perdu. continue. Audrey a eu un petit souci technique, c'est du direct, mais je pense qu'elle va se reconnecter d'un Oui, instant là, à elle doit l'autre. être en train d'avoir une crise cardiaque. Elle nous écrit, mon Mac a planté, vous êtes toujours là. On est toujours là, mais on va probablement conclure, sauf si tu as une autre question, Lindia. Non, j'ai pas d'autres questions. Moi, je suis ravie parce que tu as lancé un sujet qui était. Ah bah voilà, on a retrouvé Audrey. On a retrouvé Audrey. On était très inquiets, Audrey. Euh, Désolée, petite coupure. c'est un sujet qu'on n'avait C'est pas ça. encore abordé au Legal Club Sandwich, donc je trouvais ça intéressant de l'aborder aujourd'hui. Est-ce que Audrey, tu avais une dernière question peut-être pour Bettina? Oui, mais en effet, là, peut-être que j'ai raté une petite partie, la petite minute où j'étais absente, mais c'est vrai que là, dans mon biais d'humeur, c'était aussi un petit point je rebondissais sur ce que disait Bettina, bien entendu. Évidemment, c'est hyper important pour le coup d'avoir une diversité, mais c'est vrai que je me suis placée du côté de la recruteuse où ça m'embête quand j'ai une partie des candidats qui n'ai pas rencontré pour ces raisons-là. Je vous rassure, ça n'arrive pas à chaque fois, mais j'ai eu ces quelques remarques et je me disais que c'était bien de vous le partager aussi et toujours justement donner sa chance à tout le monde. Et puis après, on décide justement qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Mais c'est pareil en termes d'âge aussi, hein. Et voilà, j'aurais pu faire peut-être un deuxième biais d'humeur sur la diversité au niveau des profils plus expérimentés. Mais voilà, est-ce que toi, Bettina, justement, tu as des choses des retours Et d'expérience par rapport à ça, justement? non, mais justement pour rebondir, enfin, je pense que c'est justement un très bon conseil. Nous, dans notre process de recrutement, on maintient systématiquement homme-femme jusqu'à la fin. Et en fait, même si on voit qu'il y a une préférence en termes de compétences, parce qu'en fait, ces candidats, eh ben, au moins, on les arrête pas trop tôt dans le process et ils prennent l'expérience de l'étape d'après. Donc chacun s'enrichit d'avoir bénéficié d'aller plus loin dans le process. Nous, parce que on continue à parler à des candidats qui sont toujours très intéressants. Et le candidat lui-même, au moins, il sait, parce que nous, désolé, je donne plusieurs exemples, mais en fait, on a 3 phases. On a une phase recrutement, on a une phase étude de cas, et puis ensuite, on a une autre phase plus de personnalité. Et si on arrête systématiquement tout le monde avant la phase étude de cas, le jour où la personne est très solide dans tout ce qui est motivation et qu'elle passe en étude de cas, en fait, elle l'aura jamais fait de sa vie, elle va aussi se planter. Donc, ça permet maintenir toujours les profils, permet à chacun de gagner beaucoup d'expérience aussi. Voilà. Merci Bettina pour ces conseils. Un petit mot pour la fin, peut-être, Bettina, pour clôturer ton interview. Et ben voilà, j'espère qu'en tout cas le message de dire que c'est un travail d'équipe est passé, que vraiment Audrey, je rebondis sur le fait que on peut pas, on peut pas mettre de côté une partie de la population. La tech, si on revient vraiment sur le sujet de la tech, c'est quand même, ça va être contributeur de création de valeur dans les années à venir. Donc il faut qu'on s'assure que tout le monde y ait accès. Et puis, s'il faut ouvrir le sujet, on a parlé diversité, je serais ravie de revenir parler environnement, Pourquoi parce pas? que Pourquoi pas? Avec l'environnement plaisir. est aussi un sujet au niveau de la tech. Voilà. On Parfait, a bien déjà voilà, eu c'est des gens qui sont revenus, donc une ouverture pour une prochaine émission, Bettina. C'est parfait. Bon. Alors, merci Bettina, merci beaucoup Merci pour à ton vous. temps aujourd'hui, d'avoir été présente avec nous sur ce plateau. Merci Pierre, merci Audrey. Et notre prochain invité dans 15 jours sera Michel Leclerc avec un sujet qui va faire bondir beaucoup d'auditeurs. Intelligence artificielle plus forte que le droit? Une point vraie question d'interrogation. avec un point d'interrogation, bien sûr. Donc, je vous invite à nous retrouver dans 15 jours. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de nous entendre aujourd'hui, vous nous retrouverez évidemment en podcast ou en replay dès lundi, Audrey, c'est ça? Tout à fait. Dès la semaine prochaine, on vous prépare ça, un bon replay, un bon podcast pour vos footings et autres activités qui nécessitent d'être bien accompagnés. On est là. Exactement. Merci à tous. Apparemment, demain, c'est un jour férié, donc on peut peut-être se souhaiter un bon week-end aussi, hein. Soyons fous. Bon Halloween, c'est Halloween. Bon C'est vrai. Halloween, c'est Je vrai, n'ai pas eu ce le temps de soir me en moche. maquiller, mais c'était vraiment dans un souhait. Je n'ai pas eu le temps de faire un look, mais voilà. Oui. Ah, Tu le regrettes déjà, tu le regrettes déjà. je le regrette déjà. Bon, allez, on est de pleine bonne humeur. Tout le monde se met à danser. C'est parti. Jingle de fin. Merci à tous et à dans Merci 15 Bettina. jours.
Merci, Merci au Bettina. revoir. See the money